Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà demandé comment un séquoia géant, un arbre immense, peut pousser à partir d'une toute petite graine avec juste de l'air, de l'eau et de la lumière? Ça a l'air un peu magique, non? Eh bien en SVT, cette magie, on l'explique. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le génie du plus vieil ingénieur de la planète, la plante. La question qu'on va se poser est donc la suivante. Comment une plante fait-elle pour fabriquer du solide, du concret comme du bois ou des feuilles, à partir d'éléments qu'on ne peut même pas toucher, comme la lumière du soleil, un gaz de l'air et l'eau du sol? C'est tout le mystère de la production de matière organique qu'on va éclaircir aujourd'hui. Alors, voilà notre plan de bataille. D'abord, on va regarder le plan d'ensemble, l'équation globale qui résume tout. Ensuite, on ira visiter l'usine, au cœur de la feuille, pour voir la photosynthèse en action. Après, on s'intéressera aux matériaux de construction de la plante, puis à ses stratégies pour survivre et communiquer. Et on terminera bien sûr par un entraînement type bac pour être au point. C'est parti. Bon, commençons par le commencement, le grand plan. Pour vraiment comprendre comment une plante fabrique sa propre matière, il faut d'abord saisir un concept clé, un truc fondamental qui la différencie de nous, les animaux, l'autotrophie. Autotrophe, ça vient du grec auto, qui veut dire soi-même, et trophe pour nourriture. Littéralement, ça veut dire qui se nourrit tout seul. Nous, les animaux, on est hétérotrophes. On a besoin de manger d'autres êtres vivants pour avoir notre matière et notre énergie. Les plantes, elles, sont les grandes productrices de la biosphère. Elles partent de matières minérales toutes simples, le dioxyde de carbone de l'air, l'eau et les sels minéraux du sol, et elles fabriquent leur propre matière organique. Le moteur de tout ça? L'énergie du soleil. Et là voilà cette fameuse transformation résumée dans l'équation bilan de la photosynthèse. C'est, sans exagérer, l'équation la plus importante du monde vivant. Regardez bien, on part de 6 molécules de dioxyde de carbone et de 6 molécules d'eau. Grâce à l'énergie lumineuse, la plante réorganise tout ça pour fabriquer une molécule de glucose, c'est 6H12O6, c'est un sucre, la brique de base de toute sa matière. Et le bonus, le déchet de cette réaction, c'est 6 molécules de dioxygène. Le même dioxygène qui nous est vital pour respirer. Pas mal, non? Ok, on a le plan de l'architecte. Maintenant, allons visiter le chantier, ou plutôt l'usine. Où est-ce que ça se passe exactement, cette réaction incroyable? Pour ça, il va falloir zoomer, et pas qu'un peu. On va changer complètement d'échelle pour découvrir la machinerie à l'intérieur de la plante. L'usine principale, c'est la feuille. Cet organe plat et large, parfait pour capter la lumière. Si on zoome à l'intérieur, on trouve un tissu spécialisé, le parenchyme chlorophyllien, qui est rempli de cellules chlorophylliennes, logique. Et au cœur de ces cellules, on trouve enfin notre réacteur nucléaire, solaire, le chloroplaste. C'est là, dans cette toute petite capsule verte, que la magie opère. Alors, qu'est-ce qui rend le chloroplaste si spécial? Ce sont ses pigments. On pense tout de suite au vert de la chlorophylle, bien sûr, mais en réalité, il y a tout un cocktail de pigments. Les chlorophylles A et B, mais aussi les carotènes, qui sont oranges, ou les xanthophiles, qui sont jaunes. Chacun de ces pigments est comme un petit panneau solaire moléculaire, capable de capter des couleurs, des longueurs d'onde de lumière différentes. Ensemble, ils permettent à la plante d'absorber un maximum d'énergie du soleil. C'est une stratégie super efficace. Mais attention, l'équation bilan, si simple en apparence, cache en réalité des décennies de recherche, un vrai travail de détective scientifique. Pour comprendre les mécanismes fins, il a fallu des expériences vraiment ingénieuses. Regardons-en quelques-unes qui ont marqué l'histoire des sciences. Prenez l'expérience de Ruben et Kamen en 1941. La question qui tue à l'époque était l'oxygène qui est libéré, il vient du CO2 ou de l'eau H2O. Pour le savoir, ils ont eu une idée de génie. Utiliser des isotopes, une sorte de mouchard. Ils ont marqué l'oxygène de l'eau avec un oxygène un peu plus lourd, l'oxygène 18, et là, bingo, ils ont retrouvé cet oxygène lourd dans le dioxygène rejeté par les algues. Quand ils ont fait l'inverse, en marquant le CO2, l'oxygène rejeté était normal. La preuve était irréfutable. L'oxygène que l'on respire vient de la molécule d'eau. Ce processus, c'est la première étape clé de la photosynthèse et il porte un nom, la photolyse de l'eau. Photo, ça veut dire lumière, et lyse, casser. La lumière casse la molécule d'eau. En termes de chimie, on dit que l'eau est oxydée, elle perd des électrons et des protons. C'est une réaction qui demande énormément d'énergie, et cette énergie, c'est bien sûr la lumière du soleil qui la fournit. D'accord? Donc l'eau est cassée, mais le CO2, qu'est-ce qu'il devient dans l'histoire? C'est ce que Kelvin et Benson ont montré dans les années 50, en utilisant cette fois du carbone radioactif. Ils ont découvert que le CO2 était intégré dans un cycle de réaction complexe pour fabriquer des sucres. Chimiquement, le carbone du CO2 va récupérer les électrons et les protons qui ont été arrachés à l'eau. C'est ce qu'on appelle une réduction. En résumé, la photosynthèse, c'est une immense réaction d'oxydoréduction. L'eau est oxydée, le CO2 est réduit et le tout est alimenté par l'énergie solaire. Bien, la plante a maintenant produit sa brique de base, le glucose. C'est son carburant,
mais c'est aussi sa matière première. C'est comme si elle avait fait ses courses. Maintenant, il faut passer en cuisine. Et surtout, construire la maison. Voyons comment elle utilise ce glucose pour grandir et pour se tenir bien droite. À partir du glucose, la plante va fabriquer de très longues chaînes, des polymères. Il y en a deux principaux à connaître. D'abord, la cellulose. C'est simplement un enchaînement de milliers de molécules de glucose. Ça forme des fibres à la fois souples et résistantes, un peu comme des armatures flexibles qui permettent à la cellule de s'agrandir. Et puis il y a la lignine. Alors là, on change de catégorie. C'est une molécule beaucoup plus complexe et surtout extrêmement rigide. C'est elle qui va venir imprégner la paroi et la transformer en véritable béton armé. C'est la lignine qui donne sa solidité au bois et qui permet aux arbres de s'élever vers le ciel. Mais une plante, ce n'est pas qu'un simple tas de bois et de feuilles. C'est un organisme vivant qui doit faire face à des tas de défis. Survivre à l'hiver, se reproduire, se défendre contre les prédateurs. Et pour ça, elle va utiliser sa matière organique de façon très stratégique. Pour les coups durs ou pour la saison froide, la plante fait des provisions. C'est son garde-manger. Elle stocke l'excédent de matière organique dans des organes spécialisés. Pensez à la pomme de terre, un tubercule bourré d'amidon. Ou aux graines comme les noix, qui sont pleines de lipides et de protéines. Un vrai kit de démarrage pour la future plante. Ou encore à l'oignon, un bulbe plein de sucre. Chaque réserve a une fonction bien précise pour assurer la survie. Et ce n'est pas tout. La plante communique. Elle fabrique des molécules pour envoyer des messages à son environnement. Parfois, le message c'est « ne me mange pas ». C'est le rôle des tanins. Ces molécules rendent les feuilles amères, difficiles à digérer. C'est une arme chimique de défense, une interaction antagoniste. Mais parfois, le message c'est « viens par ici, j'ai quelque chose pour toi ». Ce sont les anthocyanes, ces pigments qui donnent les couleurs éclatantes aux fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs. Là, c'est une interaction mutualiste, tout le monde y gagne. Allez, on passe en mode bac. Le jour de l'épreuve, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas de réciter votre cours par cœur. Ce qu'on veut évaluer, c'est votre capacité à mener un raisonnement scientifique face à des documents. Alors, on va s'entraîner tout de suite sur un cas concret. Voilà le genre de document que vous pourriez avoir. Un graphique. Premier réflexe, on ne panique pas, on respire. On lit tranquillement le titre, les axes. Qu'est-ce qu'on mesure? Le pourcentage de survie de larves en fonction de la concentration en tanins. Ok. La seule question à se poser à ce stade, c'est qu'est-ce que je vois? De manière brute, factuelle. Et là, vous sortez votre méthode fétiche. C'est la structure en 3 temps, votre filet de sécurité pour toute analyse de doc. 1. Je vois que. On décrit les données sans interpréter. 2. Je sais que. On mobilise les connaissances du cours qui sont pertinentes. Et 3. J'en conclus que. On fait le lien logique entre ce qu'on a vu et ce qu'on sait pour répondre au problème. Si vous suivez cette structure, vous êtes sur la bonne voie. Appliquons-la ensemble. Je vois que le graphique montre une relation inverse. Quand la concentration en tanins augmente, le pourcentage de survie des larves diminue. C'est une corrélation négative. Je sais que, d'après mon cours, les tanins sont des molécules de défense chimique produites par les plantes contre les herbivores. J'en conclus donc que, en reliant ces deux informations, les tanins produits par cet arbre sont bien une stratégie de défense efficace contre ces larves d'insectes. Voilà, la réponse est structurée, logique, elle s'appuie sur le document et sur le cours. C'est parfait. Voilà, on a fait un sacré tour d'horizon, de la molécule au rôle de la plante dans son écosystème. Pour finir, on va synthétiser les points absolument essentiels à retenir pour l'épreuve. Considérez ça comme votre fiche de révision express. Alors, les 3 points à graver dans votre mémoire. Primo, la photosynthèse, c'est l'oxydation de l'eau et la réduction du CO2. Et l'erreur classique à ne jamais faire, c'est de dire que l'O2 vient du CO2. Non, il vient de l'eau. 2 yeux, les matériaux. Cellulose pour l'élongation, la croissance en longueur. Lignine pour la rigidité, le port dressé, ne mélangez pas les deux. Et tertio, les molécules d'interaction. Tanin pour la défense, antagonisme. Anthocyanes pour l'attraction, mutualisme. N'oubliez pas de préciser le type d'interaction. Avec ça, vous êtes armé pour raisonner, expliquer et argumenter. Et je vous laisse avec une dernière question pour boucler la boucle. La prochaine fois que vous serez devant un feu de cheminée ou que vous verrez du bois brûler, vous observerez une libération d'énergie, sous forme de chaleur et de lumière. La question est, d'où vient cette énergie qui était stockée dans le bois? Quelle est sa source initiale? Pensez à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. La réponse est juste sous vos yeux. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour les révisions.